Chers voyageurs en Terre du Milieu, bienvenue pour la suite de notre analyse du Silmarillion. Nous sommes au 21e épisode, mais bien sûr nous commençons le 19e chapitre de la Quenta Silmarillion, Beren et Lucienne, et exceptionnellement le chapitre sera divisé en deux parties, donc je m'arrêterai au résumé à l'endroit, voilà, plus ou moins la moitié du chapitre, et l'analyse s'arrêtera au même endroit. Ainsi, l'histoire éditoriale ne sera pas dans cette première partie, mais bien dans la partie 2 la semaine prochaine. Donc, rappelez-vous, dans les épisodes précédents, ça y est, le siège d'Angmant est pété. Morgoth a répliqué, on a eu la bataille de la flamme subite, ça a été de grands morts, Fingolfin est décédé, le Dorthonion, notamment qui était retenu par Angrod et Aegnor, a été massacré. Bref, ça y est, Morgoth peut commencer à envahir le Beleriand et à tuer hommes et elfes. Ainsi, on nous avait parlé de Barahir de la maison de Béor et une poignée d'hommes avec lui qui étaient un peu hors la loi et qui continuaient de se battre dans le Dorthonion, cette partie qui était justement aux fils de Finarfin, donc Angrod et Aegnor, les frères de Galadriel, qui ont été tués. Cette partie a été donc conquise par Morgoth pendant la bataille de la flamme subite. Et les hommes, les derniers hommes qui vivent là, sont traqués jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un petit groupe, c'est-à-dire Barahir, son fils Beren et 11 autres hommes. Et parmi ces hommes, il y en a un qui s'appelle Gorlim. Et Gorlim, voilà, il est extrêmement malheureux. Il va visiter son ancienne maison en ruine. Et soudain, il va être saisi par une vision de sa femme qui avait disparu et qui avait été capturée par l'ennemi. Sauf que c'était les machinations de Sauron qui étaient derrière. Parce que le petit groupe là dehors la loi, il faisait vraiment chier Morgoth à tuer beaucoup d'orques qui venaient là. Et ça, voilà, Morgoth au bout d'un moment s'est dit « Je vais envoyer mon plus puissant lieutenant pour les décimer ». Et c'est comme ça que Sauron entre en scène. Et donc, Sauron va piéger Gorlim, il va le tromper. Ainsi, Gorlim va devoir révéler la cachette de ses compagnons. Et surtout, Gorlim va être tué. Mais, une sorte de spectre ombre de Gorlim va aller voir Beren. Donc le fils de Barahir, celui qui est le chef des hors-la-loi. Parce que Beren est parti seul en mission, un petit peu donc en retrait par rapport aux autres qui sont ensemble. Et Gorlim va annoncer sa trahison et sa mort. Ainsi, Beren découvre malheureusement toute sa bande massacrée, va se lancer à la poursuite du groupe d'orques qui les a assassinés. Et surtout, voilà, son père a été tué. Et rappelez-vous, Barahir, il est connu parce qu'il a sauvé un certain Finrod pendant la bataille, et Finrod lui avait donné un anneau. Et Barahir ne quittait jamais son anneau. Et là, les orques l'avaient pris, en fait. Et donc, Beren va tout faire pour récupérer l'anneau que les orques avaient dérobé. L'anneau offert par Finrod Felagund Nanargothrond, qui est un symbole de promesse de toujours aider Barahir et sa descendance. Ainsi, pendant 4 ans, Beren va errer dans le Dorthonion, jusqu'au moment où, ça y est, il va devoir quitter le Dorthonion, c'est plus possible. Alors il va entreprendre un terrible voyage, notamment à travers les Ered Gorgoroth, qui est la région où vit la descendance d'Ungoliant. Vous savez, c'est la zone là où Ungoliant est allé se terrer et où c'est une une zone de mort, voilà. Et donc il va devoir traverser par là. Et il va surtout parvenir au Doriath. Sauf que le Doriath, normalement, vous savez, c'est le royaume de Thingol et de Melian la Maya. Et autour du Doriath, normalement, il y a une sorte de ceinture protectrice. Et là, comme Melian l'avait prédit, Beren va traverser les labyrinthes que Melian avait tissés autour du royaume de Thingol, comme elle l'avait prédit, car un terrible destin attendait Beren. Donc Beren est un être exceptionnel puisque, dites-vous qu'Ungoliant n'a pas réussi à passer la barrière, mais Beren, le destin lui ouvre la porte de cette barrière. Donc, trop fort. Et là,
Un soir d'été, il va voir devant ses yeux Luthien, la fille de Thingol et de Melian, la plus belle de tous les enfants d'Ilúvatar. Et elle danse en fait. Et Beren, là, il tombe instantanément amoureux. Voilà. Sauf que Luthien disparaît. Et Beren va la chercher. Et à l'approche du printemps, il va l'entendre chanter. Enfin, il va entendre son chant qui va, et ça c'est super beau, briser les chaînes de l'hiver et les eaux gelées par l'air et des fleurs jaillir de la terre froide où ses pas avaient foulé le sol. Vraiment, Luthien, elle est sur un niveau exceptionnel. Alors Beren va réussir à parler et va l'appeler Tinouviel, ce qui veut dire rossignol. Et là, elle va le voir et elle va l'aimer directement, mais elle va disparaître à nouveau. Ainsi va commencer le châtiment de l'angoisse qui pesait sur Beren. Et Luthien fut prise, elle, d'une angoisse parce qu'elle est immortelle et lui est mortel. Et donc, automatiquement, elle a une chaîne qui vient d'être liée à elle. Le truc, c'est que Luthien est amoureuse, Beren aussi, et donc finalement, voilà, elle revient. Et là, ils vont se rencontrer en secret pendant tout l'été. Nos deux petits tourtereaux amoureux, voilà, c'est en secret. Ils sont tout mignons dans leur petite bubule là. Sauf que, voilà, un jour, ils vont être trahis. Voilà, il y a quelqu'un qui va faire de la délation. C'est Daeron, le ménestrel de la cour de Thingol, qui aime lui aussi Luthien. Et donc il va, Daeron, trahir Luthien et Beren et les exposer à Thingol, donc le père de Luthien. Luthien, elle va refuser de dire quoi que ce soit à son père, à moins qu'il ne promette d'abord de ne pas tuer Beren ou de l'emprisonner. Donc elle est là, je te dirai rien papa, mais tu le touches pas. Et donc une fois que c'est fait, elle conduit Beren devant son père, et Thingol demande avec mépris « Qu'est-ce que tu fous, Doriath, mec ?» Voilà. Et Beren, comme si les mots lui étaient soufflés, comme s'il y avait une puissance divine qui parlait à sa place, quoi, déclare que Luthien est le trésor qu'il convoite. Voilà, masterclass. Bref, Melian va mettre en garde Thingol, mais Thingol va réfléchir à un moyen, on va dire, stratégique de tenir sa promesse, tout en, on va dire, réussissant à enlever le problème Beren de l'équation actuelle familiale. Voilà. Et donc Thingol va avouer qu'il désire lui aussi un trésor. Apporte-moi un Silmaril de la couronne de Morgoth, et alors, si elle le veut, Luthien pourra te donner la main. Voilà, tu pourras te marier avec elle. Je vois que c'est la pub. Est-ce qu'il y en a qui ont la pub actuellement? Bon, si vous avez la pub, vous savez pas me répondre, mais... Bon, je vois pas de pub. Personne ne dit la pub dans le chat, donc je vais continuer tranquillement. Abonnez-vous, exactement. Exactement. Donc je vais continuer. Oh Kaliof, merci beaucoup pour ton 7e mois. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà. Le deal c'est, tu m'apportes un Silmaril qui est enchâssé dans la couronne du dieu du mal, dans sa grande forteresse giga bien gardée. Et si tu me ramènes un des joyaux merveilleux, eh ben tu pourras, enfin Luthien pourra choisir si elle veut t'épouser ou pas. Voilà. Exactement, Shadow Frogmaster. C'est terrible. Et alors, Beren décide de relever le défi. Voilà. Melian, voilà, qui est très perspicace, hein, évidemment. Hein, c'est une divinité. Elle va avertir Thingol qu'il vient de se condamner et condamner sa fille, en fait, là. Ainsi, Beren, pas bête la guêpe, va se rendre à Nargothrond. Pourquoi? Parce qu'il a l'anneau de son papa, l'anneau de Barahir, et qu'il sait que Fidrod Felagund, donc le roi de Nargothrond, l'elfe, le frère de Galadriel, lui doit une faveur, de l'aide, puisqu'il a sauvé son père. C'est une promesse qui a été faite à Barahir de la part de Finrod. Donc, Beren se met en route vers Nargothrond. Désolée pour avoir à certains moments, je suis malade. Hein. Sauf que, à Nargothrond, il y a 2 cocos qui se sont réfugiés, que vous avez peut-être oubliés. Il y a Celegorm et Curufin, 2 fils de Fëanor, qui donc résident actuellement à Nargothrond.
Et surtout, en fait, eux, dites-vous que c'est les pires parmi les fils de Fëanor. C'est vraiment les deux crasses. Et ils vont persuader les elfes de ne pas aider Beren dans sa quête. Sauf que Finrod, lui, il a prêté serment. Il a une promesse. Et donc, il fait « Ok, très bien. » Finrod va enlever sa couronne. Et uniquement accompagné de ceux qui acceptent, et c'est-à-dire 10 compagnons, ils vont accepter de suivre Beren. Finrod, c'est pas Jo le clodo de l'elfe, hein. On est sur un haut elfe de la lignée royale des Noldor. Ce sont des elfes qui ont une magie puissante et innée. Ainsi, Finrod est capable de déguiser la troupe en orque. Sauf que ils vont devoir passer par l'ancienne île de Tol Sirion, qui appartenait à un frère de Finrod. Sauf que depuis la bataille et le chapitre précédent, Tol Sirion, elle est sous le contrôle d'un certain Maya que vous connaissez très bien, notre futur Seigneur des Anneaux, notre Sauron préféré. Là, voilà, cette tour de Tol Sirion, hein, cette forteresse qui s'appelle maintenant Tol Ingaroth, donc l'île des loups-garous, Sauron, il surveille le passage. Et donc, il voit les orques passer et il est giga méfiant. Et il les fait amener dans la forteresse. Oh, Game Piraté, merci beaucoup pour le 3e mois. Ainsi, là, voilà, là, le déguisement tombe, Sauron se rend compte voilà, de ce qui se passe. Il ne sait pas qui ils sont. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un combat de magie, de chant de puissance entre Finrod et Sauron. Et Finrod se bat, dites-vous que c'est pas juste Sauron l'éclate, non, c'est vraiment serré et Finrod est au bord de gagner, hein. Mais Sauron finalement l'emporte. Et voilà, la véritable apparence de tout le monde est révélée, même s'il ne sait pas exactement qui ils sont. Non. Ainsi, ils sont jetés dans la fosse. Et Sauron, tant qu'ils ne disent pas leur nom, décide qu'un loup-garou va les dévorer un par un. Entre-temps, en apprenant le sort de Beren grâce à Melian, Lucienne, elle souhaite venir en aide à Beren. Elle a envie d'aider son amoureux. Parce que pour le moment, Beren est parti tout seul avec Finrod. Sauf que Daeron, encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trahir les intentions de Lucienne. Il va aller tout répéter. Et donc Thingol décide d'emprisonner Lucienne dans une sorte de cabane en haut d'un arbre, d'un grand hêtre. Et il l'emprisonne là-bas. Sauf que Lucienne, c'est pas n'importe qui. C'est la plus grande héroïne de Tolkien et pour beaucoup de raisons. Notamment le fait que par des enchantements, elle arrive à allonger ses cheveux, à en tisser une sorte de robe sombre pour se dissimuler, mais aussi une corde pour s'échapper. Elles sont... Voilà, que la corde et la robe sont imprégnées de magie et d'une sorte de sort de sommeil. Et donc, grâce à ça, Lucienne va pouvoir s'enfuir pour partir à la recherche de Beren et aller l'aider. Sauf que, pendant ce temps-là, nos deux fils de Fëanor, là, Celegorm et Curufin, à Nargothrond, là, qui étaient vraiment contre l'idée d'aller aider Beren, là, ils étaient partis chasser. Et espérant avoir des nouvelles de Finrod, ils vont surtout partir chasser avec un personnage hyper important. C'est un chien géant nommé Oan. Oan, faut vraiment le voir comme un chien de chasse qui a été offert par le Vala de la chasse Oromé. Et c'est le chien de Celegorm. Il a été prédit que seul le plus grand des loups jamais né pourrait vaincre Oan. Et donc dans cette forêt, Celegorm et Curufin vont rencontrer Lucienne. Et là, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que même avec sa magie, Lucienne ne peut pas échapper à Oan, qui la repère, instant. Et donc, Lucienne est conduite vers Celegorm et Curufin, et là, elle va raconter son histoire et implore de l'aide pour aider Beren, qui est enfermé, voilà. Mais là, Celegorm et Curufin, ils n'ont pas l'intention de l'aider, mais pas du tout. Et décident de garder Lucienne prisonnière à Nargothrond. Voilà. Pourquoi? Pour forcer Lucienne à épouser Curufin. Voilà. Sauf que Oan,
Juan, là, meilleur dogo du monde, c'est comme s'il était tombé amoureux de Lucienne. C'est comme s'il avait toujours, en posant son regard sur elle, senti qu'il allait vouloir la protéger. Et donc Juan va souvent la voir. Et il comprend tout. Tout, ce qu'elle dit. Et il comprend tout ce qu'elle lui dit par rapport à Beren. Mais il faut savoir que Juan, c'est un chien qui a la capacité de parler, mais il a été dit qu'il ne parlerait que 3 fois au cours de sa vie. Et donc, là, il va rendre la cape magique à Luthien et va parler pour la première fois. Ainsi, il va lui donner des conseils et là, Juan trahit son maître et aide Luthien à s'échapper. Ainsi, Luthien est sur le dos de Juan et ils vont partir ensemble vers l'endroit où est retenu Beren. Le temps a passé, évidemment. Je vous rappelle que dans les cachots de Sauron, les membres de l'équipe de Finrod et Beren se font dévorer un par un tant qu'ils ne disent pas qui ils sont et pourquoi ils sont là. Et là, seuls Finrod et Beren sont encore en vie. Et là, un loup est envoyé pour manger, dévorer Beren. Et d'un coup, là, Finrod va parvenir à se libérer de ses liens. Et dans un combat, à main nue contre un loup, va réussir à tuer le loup. Mais le problème, c'est que Finrod va être tué lui-même. Et ainsi meurt Finrod Felagund, roi de Nargothrond, frère de Galadriel, dans l'histoire de Beren et Luthien. Et là, c'est la fin du premier résumé. Voilà, on passera la semaine prochaine. On passera à la suite de l'histoire. Là, on va analyser donc en profondeur tout ce dont je viens de parler. Mais donc, ici, nous sommes sur Luthien qui... c'est pas... J'ai dit Celeborn. J'ai dit Celeborn. Attends, j'ai dit Celeborn. Non, c'est Celeborn. J'ai dit Curufin. Pour celui qui veut... Non. Je suis désolée. Non, c'est Curufin. Curufin est le père de Celebrimbor, mais c'est pour Celegorm. C'est Celegorm qui doit épouser Luthien. J'ai dit Curufin. C'est Celegorm. Je suis désolée, c'est Celegorm. Parce que Curufin est le père de Celebrimbor. Donc ça n'a pas de sens. Je sais pas pourquoi j'ai dit Curufin. Voilà. Non, mais j'ai parfois mon cerveau qui... Non mais... En plus, j'aurais pas fait les erreurs. C'est fou, ça. C'est dingue. Alors, théoriquement, oui, Finrod Celebrimbor est né. Ouais. Donc, impossible que ce soit Curufin. Celebrimbor vit à Nargothrond. Donc, impossible. Curufin a une épouse, puisqu'il a eu Celebrimbor. Donc, c'est bien Celegorm, Pardon, c'est bien Celegorm. Voilà. Pardon. Non, quand j'ai écrit, j'ai pensé à Celebrimbor et du coup, j'ai fait... Celebrimbor, Celegorm, mais j'ai mis Curufin à la place. Donc désolée pour cette micro-erreur. On va passer à l'analyse. C'est terrible. Ne m'en veuillez pas. Voilà. Hop là. On va passer ici à... Je suis outrée. C'est un peu tic et tac. Ouais, d'une certaine façon. Ah non, Pépef. Non. Celebrimbor, le fils caché de Luthien. Impossible. Non. Il y a que Dior. Parce que ça voudrait dire que Celebrimbor est mortelle. Potentiellement, t'imagines? Si elle l'a après, potentiellement. Moi, je me dis, si elle l'a eu, c'est impossible. Mais imaginez, il pourrait pas être mortel, mais à ce moment-là, parce qu'elle est pas encore morte, etc. Donc, ça devrait être un elfe sans aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est que on est quand même sur un personnage qui aurait eu 2 enfants avec 2 maris différents. Et... Enfin, ça n'aurait pas été, Voilà, non, c'est pas possible. Non, je le donnerai pas. Il serait pas mortel, mais imaginez si les fils de Fëanor... Enfin, la situation est tellement délicate. Mais t'as bien fait, Athéna. T'as bien fait. Je suis désolée de m'être trompée. Bref, ça arrive. Et merci de l'avoir soulevé. C'est vraiment désolée. C'est comme on a dit plus haut, tic et tac. Voilà, Celegorm et Curufin, de toute façon, c'est les pires fils de Fëanor. On les déteste. Voilà. Bon, on passe à l'analyse. T'as fait une pierre alien. J'ai fait une pierre alien. Qui est tic et tac. Je ne sais pas qui est qui, mais
Je vous laisse choisir qui est tic et qui est tac chez Kelegorm et Corofine. Voilà. Alors, les fils de flûte, ça j'aime beaucoup. C'est des rendeurs de l'espace. C'est des chasseurs de l'espace. Tic 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 et tac. Bon. Ok, c'est parti. Évidemment, comme je l'ai rappelé avec le résumé, c'est la merde en Beleriand. Ça y est, Morgoth est en train d'envahir le Beleriand et la région appelée le Dorthonion devient une terre horrible. Elle est rebaptisée Tar Nufuin, qui est la forêt sous la brume, sous l'ombre. Et donc, là, c'est ravagé, quasiment plus personne n'habite là. Il y a 13 individus qui vivent là, Barahir et ses compagnons, dont son fils Beren. Voilà. Ces sortes de hors-la-loi, rangers, super-héros, tuent des orques à la pelle et vivent dans une sorte d'état un peu sauvage. Et ils ont un repère secret, un quartier général, le dernier endroit joli de la région, qui est un lac qui s'appelle Tarn Ailwin, que l'on dit que Melian elle-même aurait sanctifié dans un passé lointain, bien avant que les Eldar ne suivent Oromé à travers le Beleriand. Sauf que voilà, Morgoth, il déteste vraiment, mais vraiment Barahir et sa bande d'hommes en collant, parce que ils sont super obstinés dans une situation qui est désespérée. Ils tuent vraiment tous les orques qui viennent. Et ça l'énerve. Sauf qu'on parvient pas à les localiser. Et là, bah, Morgoth, au bout d'un moment, il fait « Ok, j'en ai ras le cul. Je vais envoyer mon meilleur lieutenant s'en occuper. » Ainsi, il charge Sauron de les retrouver. Même à ce moment-là, Sauron est incapable de trouver leur cachette. Voilà, impossible. Sauf que Sauron, il est pas si con que ça, hein, vous le savez, hein, c'est le maître de la manipulation. Voilà, des mots susurrés à l'oreille, etc. Le maître de la tromperie. Et il va trouver un maillon faible parmi tous ses compagnons. C'est Gorlim. Voilà, Gorlim le malheureux, qui s'appelle. Pourquoi? Parce que Gorlim part parfois seul à la recherche de sa femme disparue, la cherchant notamment là où il vivait avant la guerre. Et Sauron, grâce à sa maîtrise des ombres et des fantômes, va réussir à tromper Gorlim en faisant croire que sa femme est encore en vie. Et donc, il va faire croire que sa femme est revenue dans sa maison. Et donc, Gorlim va être amené à croire, par la voix qu'il entend, par son désespoir, que sa femme est là. Et donc, Gorlim va tout faire, veut l'aider, enfin, sa femme est là, vous imaginez? Il la cherche désespérément, il est malheureux, il fonce Mais voilà, Gorlim va être capturé, torturé, et ben voilà, mis devant Sauron. Voilà. Et là, si vous voulez, s'ensuit un peu une sorte de négociation entre Gorlim et Sauron. Si Gorlim révèle où se trouve Barahir, ben Sauron lui promet que Gorlim sera libéré et qu'il retrouvera sa femme. Et désespéré de sauver sa femme, Gorlim va accepter. Ainsi, il va révéler la cachette de Barahir. Donc, l'endroit où se situe le lac. Et Sauron, vous imaginez bien que là, il va rigoler, va se moquer et va montrer à Gorlim. Non, c'est un homme, Elasticoco. C'est un homme de l'équipe de Barahir. Et donc là, Sauron lui explique que sa femme est morte depuis le début. Voilà. En grosso modo, c'est « je t'ai bien eu ». Ainsi, Sauron va mettre à mort cruellement Gorlim en lui disant « j'ai tenu ma parole, tu rejoins ta femme, tu es libéré ». Vraiment, c'est vraiment mais une cruauté terrible. Et donc, grâce à ces nouvelles informations, grâce à l'emplacement précis du repère de Barahir, et coucou Donnercarion, merci beaucoup, Sauron va emmener une armée d'orques surprendre le clan des Hors-la-Loi. Et ils vont frapper juste avant l'aube. Exactement, vous imaginez ce qui se passe. Ils sont tous massacrés. Barahir aussi est assassiné de sang-froid. Sauf que, heureusement,
pour nous, et heureusement pour nous, le fils de Barahir, Beren, n'était pas avec eux. Dans ce cas précis ici, Beren, le fils de Barahir, était le seul qui était parti dans une mission d'espionnage loin de la cachette près du lac. Il fut donc épargné du massacre. Et là, ce qui va se passer, c'est pendant qu'il dormait, pendant la nuit, il va avoir une sorte de vision, une sorte de rêve où le spectre de Gorlim va l'approcher de l'autre côté d'un point d'eau et l'esprit de Gorlim va lui avouer sa trahison et sa mort et dit à Beren, mais va vite près de ton père, vas-y vite, retourne là-bas. Et Beren se dépêche, sauf qu'il est déjà trop tard. Il est déjà beaucoup trop tard. Donc voilà, Gorlim a échoué même dans la mort. Et c'est trop triste. C'est vraiment très triste pour ça. Alors, je tiens quand même à vous dire que les spectres chez Tolkien, c'est assez particulier. Là, c'est un des rares cas de spectre, entre guillemets, qui vient comme ça dans une sorte de vision. Sauf qu'il est quand même marqué que c'est de l'autre côté d'un point d'eau et qu'on est en rêve. Alors, est-ce que c'est vraiment le fantôme de Gorlim? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas un certain Vala de l'eau, et rêve et compagnie, qui aurait été capable de déclencher de tels événements? Impossible à dire. Mais le fait que l'eau soit mentionnée près du spectre de Gorlim et qu'on est encore dans un rêve, alors que Ulmo est passé énormément à travers les rêves dans les précédents chapitres, ça pose question. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bref, Beren va retourner à la cachette et découvre que son clan a péri. Il va ériger un cairn pour Barahir, va jurer de se venger de son père et de massacrer tous ses orques et de les poursuivre jusqu'en enfer. Ainsi, Beren va les traquer et surprend le capitaine des orques en train de se vanter du spectacle offert aux hommes, voilà, et à Barahir. Et surtout, ce capitaine orc, dites-vous qu'il est en train de brandir la main coupée de Barahir avec l'anneau de Finrod. L'anneau que Finrod avait offert à Barahir en gage d'un serment, et surtout l'anneau qui est le symbole de la maison de Finarfin. Hein. Et donc l'orc là, il est en train de se vanter avec la main en disant ouais, on les a bien décapités, hein, ouais, super. Et à la surprise générale de tous les orques qui voient une vraie scène de théâtre, là, Beren va surgir d'un coup, va tuer le capitaine orc, va prendre la main et l'anneau de son père. Voilà, et il s'enfuit. Rends l'anneau, exactement. Et là, 4 années. 4 années horribles passent en solitaire pour Beren. Beren va hanter la région du Dorthonion, qui est toujours sous le joug de Morgoth. Et il y a de plus en plus une terreur qui imprègne le lieu. Mais Beren est déterminé à faire chier Morgoth au maximum, comme son père avant lui. Et là, il y a un moment hyper important, un petit détail qui fait beaucoup, je trouve, pour le personnage de Beren. C'est qu'on nous dit que Beren se lie d'amitié avec les bêtes et les oiseaux qui l'aident à survivre dans ces terres désolées. Ainsi, Beren promet, voilà, de ne plus manger les bêtes et les oiseaux et les animaux. D'une certaine façon, Beren devient, végétarien. Voilà. Et grâce, à la ruse, des pièges, des sabotages, des massacres d'orques, Beren continue à pouvoir vivre au Dorthonion. Et Beren, il attire vraiment la haine de Morgoth. Les orques, ils veulent plus en approcher alors que Morgoth, il veut sa tête. Voilà. Ainsi, Morgoth décide de renvoyer Sauron s'occuper du fils. Voilà. Sauron a déjà eu le père, alors maintenant, il devrait avoir le fils. C'est censé aller. C'est pourquoi une armée fut envoyée contre lui sous le commandement de Sauron, et Sauron amena des loups-garous, des bêtes féroces, habités par des esprits terribles qu'il avait emprisonnés dans leur corps. Là, on n'est pas sur des orques, on est sur des loups et des loups-garous. Alors, chez Tolkien, il faut savoir que les loups-garous, ce ne sont pas des loups qui ont la particularité de pouvoir se transformer en hommes. Les loups-garous chez Tolkien, il faut les voir comme des loups qui sont
imprégnés d'un esprit intelligent et sont capables de parler. Donc il n'y a pas de forme anthropomorphe chez les loups-garous de Tolkien. On est bien sur des loups d'une capacité intellectuelle, d'acte de parole supérieure. Donc l'armée là avec laquelle Sauron débarque, c'est des armées de loups et de loups-garous. Et donc avec ces petits chiens qui rôdent, ça va être difficile pour Beren de rester là, hein, vous imaginez bien. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est devenu pour Beren, proche des wargs, supérieur aux wargs. C'est pas des wargs, non, c'est supérieur. C'est supérieur. Vous avez les loups. Parmi les loups normaux, vous avez des wargs. Et puis, vous avez les loups supérieurs, qui sont encore les loups-garous. Eux, ils sont vraiment supérieurs aux wargs. Les wargs, c'est un peu des sur-loups. Alors que les loups-garous, on est sur la vilainie à l'état pur. Les boss des loups. Voilà. Alors, je sais pas si on peut battre facilement avec un laser les loups-garous, mais... Me dis, t'as enlevé mon nœud? Mais Éowyn, mon enfant, elle a enlevé mon nœud. Des surloulous. Des super loups. Voilà. Des super loups. Ok, je disais donc... Merci Éowyn pour cet intermède. Que le Dorthonion est devenu totalement invivable pour Beren à cause des loups, et donc il doit partir. Alors, il va se diriger vers le sud. Et donc il va se diriger vers les Ered Gorgoroth. Et puis, voilà, la zone où Ungoliant a été déposé sa progéniture, donc c'est horrible. Vous avez aussi la contrée de Nan Dungortheb. Donc vous voyez, c'est les montagnes de la terreur, la zone de mort immonde, avec plein de créatures féroces, horribles. Bref, vous en sortez vivant, mais vous êtes mort, quasiment. Et Tom Bombatim, bienvenue ici, bienvenue en Terre du Milieu. Pour vous rappeler peut-être, c'est l'étendue Nandorgortheb, c'est là où Aredel, la dame blanche des Noldor et la sœur de Turgon de Gondolin, c'est là qu'elle avait perdu ses hommes et qu'elle s'était échappée de justesse, notamment. Sauf que là, Beren va traverser seul et va endurer des épreuves indicibles, vraiment, et qui vont en fait accabler pour la vie Beren. En fait, ce qu'il subit spirituellement, mentalement, physiquement, c'est horrible. Ah ouais, hein. Le petit chat, il est là. Hein. Ouais. Donc, depuis que Morgoth a brisé le siège d'Angband, la zone que traverse Beren, elle est devenue encore pire. Elle est devenue encore pire. Il faut savoir que pour que vous vous rendiez compte à quel point Beren est marqué par sa traversée de ce lieu, dans le lait de Leithian qu'il y a dans les laits du Beleriand, la poésie qui est employée exprime un petit peu mieux, où on nous dit « Il errait usé par le chemin décharné, son corps malade et son cœur froid, ses cheveux grisonnaient, sa jeunesse avait viré à la vieillesse. » Pour ceux qui empruntent ce chemin solitaire, un prix à payer, le malheur et l'angoisse. Donc, on est sûr, voilà, c'est explicité de manière, voilà, basique dans le Silmarillion, mais dans le lait de Leithian, on se rend bien compte que Beren est marqué par sa traversée des Ered Gorgoroth et de Nandorgortheb. C'est vraiment la zone du cauchemar. Mais oui, petit chat. Et bienvenue Tom Bombatim. J'ai une vidéo longue sur Tom. Point d'exclamation Tom si tu veux. Et donc, finalement, Beren va réussir à traverser cette vallée horrible et arrive à la frontière du Doriath, où sans aucun problème, il va traverser la ceinture de Melian. Alors que la ceinture de Melian, c'est censé être ce sort de dôme qui protège le royaume du Doriath des incursions. Normalement, personne ne peut la traverser. Sauf que là, Beren, voilà, comme un couteau dans du beurre, il rentre sans aucun problème. Mais oui, comment voulez-vous que, en plus, les frontières ne sont pas surveillées, puisqu'il y a la ceinture de Melian, donc il n'y a personne aux frontières pour le voir rentrer. On est vraiment sur... Il rentre comme s'il pouvait aller là, alors que, théoriquement, il ne devrait pas y aller. Mais si vous vous rappelez bien, on en avait parlé,
il y a quelques chapitres, Méliane avait prédit à Galadriel qu'un des hommes de la maison de Béor viendrait assurément, et la ceinture de Méliane ne le retiendrait pas, car un châtiment plus grand que la puissance de Méliane l'enverrait. Merci Tolkien pour ceci. Il va y avoir, voilà, hein, c'est Tolkien, ce spoiler fou, Beren a un destin tragique qui l'attend. Voilà. On peut se dire que sa route est tracée par Eru Ilúvatar, hein, sans aucun doute. Voilà. Pas de poste frontière au Doriath, non, Nuche, il n'y a pas de poste frontière parce qu'il y a la ceinture qui gère tout, non, notamment. Et dites-vous qu'après tout ce qu'il a vécu, la Beren, il est un peu fiévreux et délirant. Et il erre dans la forêt de Neldoreth, voilà, gris et courbé par des années de souffrance. Et là, pour la deuxième fois, dans le Silmarillion en tout cas, et à notre connaissance, un homme va apercevoir une femme avec des pouvoirs surnaturels dans une clairière et il va tomber amoureux sur le coup, comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment pas loin de la forêt où Thingol a rencontré Méliane. Sauf que là, c'est pas un elfe qui voit une Maya, c'est Beren qui vient de poser les yeux sur Lúthien, l'unique fille de Thingol et Méliane. Tandis qu'elle est en train de danser, voilà, dans une belle clairière d'herbe, près de la rivière Esgaldwin. Et qu'est-ce que c'est beau! Voilà, Beren qui vient d'endurer la souffrance absolue, voit dans ses yeux fatigués avec des toiles d'araignée injectées, voit une figure angélique avec une voix cristalline. Et là, c'est comme si Beren était libéré de tous ses soucis et que tout s'apaisait. On nous dit maintenant son cœur était guéri et tué avec une nouvelle vie et une nouvelle douleur. Parce que oui, voilà. Les jours pour lui vont s'écouler comme difficilement. Parce que Lúthien est parti avant qu'il ne puisse lui parler ou quoi que ce soit. Et donc, il attend de la retrouver. Et c'est là que leur histoire va commencer, vraiment. Le destin va rentrer en jeu, va tomber sur eux deux. Parce que là, le destin, il était seulement tombé sur Beren. Lúthien, elle ne l'avait pas encore aperçu. Il n'y avait que Beren qui était dans cette souffrance de l'attente, d'essayer de la revoir. Et là, ça y est, c'est parti. Beren, la voyant à un moment chanter, l'entendant, voilà, hein, va l'appeler Tinouviel. On nous dit, tandis qu'elle s'éloignait, il arriva rapidement et l'appela par le tendre nom de Rossignol en langue elfique, que tous les bois retentirent soudain. Tinouviel, Tinouviel. Sa voix était claire comme une cloche et ses échos tissaient un sortilège envoûtant. Tinouviel, Tinouviel. Sa voix était remplie d'amour et de désir. Alors elle resta un instant immobile et la peur s'apaisa. Un moment sans peur ni honte, en un seul instant, Beren est arrivée, et tandis qu'elle se tenait là, scintillante, ses yeux gris scintillaient. Et ça y est, on a vraiment là le coup de foudre, dans l'autre sens, qui vient d'arriver en direct. Je vous invite vraiment à lire le Laid Leithian, si vous voulez avoir plus de... Le poème rajoute à ces passages-là beaucoup plus de magie et d'aspect romantique. Donc vraiment, lisez plus le poème pour les moments comme ça, parce que ça vaut vraiment la peine. Le Silmarillion raconte très bien en prose, mais vraiment le poème pour tous ces passages-là, je trouve ça tellement plus beau. Ah ouais, elle a coup de foudre terrible. Et c'est Beowulf, merci beaucoup pour le follow. Et là, Lúthien, elle va être frappée de quelque chose. Elle vient de tomber amoureuse là de Beren, et donc elle va être confrontée à la mortalité. Mais oui, voilà, bien que leur rencontre et l'union de deux races différentes des enfants d'Ilúvatar soit inévitable, hein, on le sait, les hommes ont un destin différent des elfes pour leur âme. En fait, Lúthien, c'est que elle sera séparée de Beren. Les elfes, eux, ont droit à la résurrection. Beren est immortel, son âme, quand il mourra, partira hors du monde. Et Lúthien, elle, sera liée à Arda jusqu'à la fin des temps, où elle vivra avec le regret de le perdre, en fait. Il faut savoir que le lait de Leithian, on pourrait traduire ça par le lait de la sorte de libération de l'esclavage, ou de
en tout cas, la libération des liens, si vous voulez. Voilà, c'est comme voilà, le lait de Lucienne, c'est le lait de la libération de ses chaînes. Je vous laisse faire le lien avec ce que vous voulez, mais voilà. Mais vous imaginez bien que, voilà, hein, si on savait que notre très chère Lucienne était avec un mortel, ce serait pas très bien vu, hein. On est quand même sur une fille moitié elfe, moitié maya, une divinité qui est avec un humain, un mortel. Ça, enfin voilà, c'est limite race impure, hein, pour certains. Mais impossible, vous imaginez bien. Tout cela peut être vain, hein, voilà. Les séparer serait impossible, puisque Lucienne est vraiment éprise de Beren. Et même si elle est beaucoup plus âgée que lui, ça les dérange pas. Parce que Lucienne, elle est quand même née avant le premier lever du soleil, hein. Elle est née pendant les âges des étoiles. Donc, elle est née avant la naissance même de l'humanité en Terre du Milieu. Donc, elle est quand même vachement plus âgée que lui, un peu comme Arwen avec Aragorn. Mais voilà, c'est pas dérangeant. Et ce qui va se passer, c'est que en petit cachetier, en petit secret, ils vont passer, voilà, une saison complète ensemble. Voilà, Beren va vivre dans la nature sauvage et Lucienne va venir le revoir en secret chaque jour. Et c'est leur petit moment à eux, le petit moment suspendu où c'est le début de leur relation, ils sont amoureux, enfin bref, c'est tout mignon. Mais c'est beau, ils profitent de leur bonheur. Mais ça ne pouvait pas durer, évidemment. Il faut savoir que à la cour de Thingol, il y a un ménestrel. Ce ménestrel, c'est Daeron. Et un jour, parce que lui est très amoureux donc de Lucienne, va suivre Lucienne parce que justement, elle ne veut plus trop danser avec lui parce que voilà, il pouvait souvent, il lui jouait la musique et elle dansait pour lui, etc. Et là, elle le fait plus trop. Donc Daeron, un peu suspicieux. Et c'est ainsi qu'il va surprendre Beren et Lucienne ensemble. Et là, Daeron va souffrir d'un amour qui n'est pas partagé. Et là, si vous voulez, voyant que, voilà, Daeron va aller tout répéter à Thingol, et voyant ce qui va se passer, puisqu'on va annoncer ça, voilà, Lucienne va essayer d'éviter le scandale, si vous voulez, en amenant directement Beren à la cour de son père, avant que, en fait, il soit traqué et tué. Parce qu'elle se doute bien que c'est compliqué. Ainsi, notre Beren va rencontrer ses potentiels futurs beaux-parents. Voilà. Daeron connu également pour autre chose. Alors oui, pour plusieurs choses. L'un des plus grands musiciens de la Terre du Milieu. C'est vraiment le plus grand, d'après Tolkien. Maegor ayant la plus belle voix, Daeron le meilleur musicien. Mais Daeron, c'est aussi celui qui est à l'invention des Kirt, donc les runes naines. Voilà, les runes de la langue elfique, enfin de la langue nanique, voilà. Pardon, c'est Daeron qui les a inventées. Et sachez que dans des versions précédentes de l'histoire de Beren et Lucienne, Daeron est le frère de Lucienne. Donc voilà, ça a un peu changé. Et coucou Soulzik, et merci pour le follow aussi, Chouko. Alors ce passage-là, entre Lucienne qui arrive à faire promettre à son père de pas tuer Beren, et voilà, qu'ils puissent discuter, dites-vous que c'est des paroles dures et arrogantes qui sont échangées là. On a droit à un truc de ping-pong où Thingol n'est vraiment pas content, hein, et il veut imposer son autorité. Parce que pour Thingol, Beren, c'est un voleur. Parce qu'il veut voler sa fille, voilà. Beren, pour montrer, entre guillemets, que c'est pas non plus un roturier au niveau des hommes, va exhiber notamment l'anneau de Barahir, qu'il a reçu de Finrod. Voilà. Pour montrer qu'il a le respect de la maison de Finarfin. Mais Thingol en a rien à foutre. Voilà, c'est comme si Thingol, là, pendant quelques secondes, oubliait que lui, il a eu un mariage exceptionnel. Il a pu épouser, genre, une divinité. Et sa fille ne peut pas épouser... Enfin, voilà, c'est... Voilà, c'est pas ouf, quoi. Sauf que Beren, une fois remis de l'intimidation que lui
inspirer la situation, d'un côté, va... voilà, Beren, il va se sentir... voilà, il va se sentir monter, enfin, tout l'orgueil, là, va arriver. Et le bel orgueil humain va bien sortir de sa bouche. Là, franchement, Lucienne, elle est en train d'assister à un moment où Beren est tellement orgueilleux que franchement, ça aurait presque été un red flag. Mais bon, voilà. On va dire que là, son père et son petit copain sont en train de discuter d'elle comme si c'était de la viande. Alors qu'elle est juste à côté. Elle est juste devant. Elle pourrait dire youhou, les gars, je suis là. Mais évidemment, hein, c'est un prix à négocier. Hein. Voilà. Et donc, Beren va à un moment regarder Luthien et Melian. Je rappelle que Melian, elle est exceptionnelle. Hein. Elle a vu la lumière des arbres, c'est une divinité. Donc quand vous la voyez, il y a pas deux personnes comme elle en ce moment au Beleriand. Elle est exceptionnelle quand vous posez les yeux sur elle. Vraiment. Et d'un coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que Beren va sentir comme si des mots lui étaient mis dans la bouche. Et il va s'adresser directement à Luthien. Et dans ces mots, c'est comme s'il avait reçu une sorte de langage que Thingol allait pouvoir comprendre, comme un langage un peu de provocation, mais de possession. Et donc la tension, elle est giga palpable. Alors là, Thingol, il veut la mort de Beren. Il la veut. Voilà. Théoriquement, aucun mortel n'est censé pouvoir entrer en Doriath. Qu'est-ce que tu fous là? Et en plus, t'es en train de me dire que le plus beau, enfin, que ce que tu convoites, c'est le plus beau des trésors, qui est ma fille? Tu veux marier ma fille, toi, le pécor? Non mais ça va pas. Voilà, quelle audace. Mais Melian, comme toujours, fait preuve un petit peu de bon sens et essaye de calmer les choses. Elle dit à son mari, car ce n'est pas par toi que Beren sera tué. Et son destin le conduit finalement loin et libre, mais il est lié au tien. Prends garde. Et encore une fois, qu'est-ce que fait Thingol? Je vous le mets dans le mille. Il n'écoute pas sa femme. Évidemment, t'as une divinité à côté de toi qui a un don de préscience absolue et tu l'écoutes pas. Voilà. Voilà. Et donc Thingol fait tout le contraire de ce que dit sa femme. Vraiment, la pauvre Melian, hein, elle fait que donner des conseils et il l'écoute jamais. Voilà. Et donc Thingol va avoir un stratagème dans sa tête. Une tâche que personne ne pourrait accomplir et qui amènerait à la mort de Beren pour lui. Ben oui, ça risquerait de tuer Beren. Mais quelle intelligence, Thingol. Quel esprit aiguisé, vraiment. Alors, Thingol déclare devant tout le monde qu'il approuvera les fiançailles de Beren et Luthien si Beren lui apporte dans sa main, et ça c'est très important, hein, si Beren apporte de sa main un Silmaril de la couronne de Morgoth. Parce que Thingol, voilà, veut aussi un trésor. Beren veut un trésor. Ben Thingol dit, je t'échange mon trésor, enfin ton trésor contre mon trésor. Et mon trésor que je veux, c'est le Silmaril de la couronne de Morgoth. Et là, on peut tous imaginer Melian en train de se facepalm en se disant « Oh mon Dieu, mais qu'il est con !» Voilà, ça y est. Vous le savez, hein, les Silmarils sont liés notamment à énormément de problèmes. Donc ça va continuer. Voilà, les Silmarils, c'est lié au serment de Fëanor notamment, et l'arrivée des Noldor, le massacre des Teleri, enfin voilà. Et donc, et là, Beren, en réponse, littéralement, voilà, enfin, pourrait dire « Ah bon ? C'est tout ? Ah bon, t'échanges ta fille contre ça ? Franchement, c'est pas cher, hein. Vraiment, vous imaginez là. Exactement, Tristelude. C'est les elfes échangent leur fille contre des breloques. Ah vraiment, c'est en mode... Elle est limite gratuite ta fille en fait. Ah mais Beren là, il est... Franchement, moi j'ai... Pour vraiment premier degré, je trouve que le comportement de Beren, c'est un peu un red flag. La provocation qu'il a, c'est terrible. Hein. Bref, la tâche, évidemment, s'annonce ardue.
Mais Beren accepte. Et Beren est un homme d'honneur. Et il aime Luthien. Luthien, là, vous imaginez bien, elle est abattue. Hein. Elle se rend bien compte que c'est impossible. Enfin, c'est la catastrophe. Et là, elle est désespérée. Sauf que, Luthien, tout le monde l'adore. Et elle chante beaucoup, sauf que là, c'est comme si elle était éteinte de l'intérieur. Et pendant ce temps, voilà, Beren va partir pour sa quête impossible. Sauf que, vous imaginez bien que il doit aller récupérer sur la couronne de Melkor un Silmaril. Melkor, enfin Morgoth, se trouve au fin fond d'Angband avec plein de, on va dire, plein de zones qui sont sous son contrôle avec plein d'orques. Donc il faut déjà arriver jusqu'à la forteresse, puis réussir à trouver un moyen d'entrer dans la forteresse, et puis trouver un moyen d'arriver jusqu'à Morgoth, réussir à enlever un Silmaril de Morgoth et revenir en vie. Donc là, Beren, il est un peu en mode, comment je vais faire Il va pas foncer tête baissée vers Angband, il lui faut un plan. Et là, il pense. Il pense à quelque chose. Tout simplement se rendre vers Nargothrond. Parce que oui, c'est un autre grand royaume elfique. Et surtout, Beren est en possession de l'anneau de Barahir, qui va lui permettre de pouvoir parler avec l'ancien possesseur de l'anneau de Barahir. Et la présence de l'anneau permet justement à Beren d'entrer sans encombre vers Nargothrond et d'être amené devant le roi Finrod. Voilà. Si Beren fait preuve d'intelligence à un moment dans cette histoire, c'est bien ici, puisque Finrod est sans conteste le meilleur elfe à qui demander de l'aide dans la situation, excepté peut-être Círdan. Mais, vraiment là, Beren, chapeau, voilà. Finrod, déjà, il a son serment qui le lie à Barahir, et c'est pour ça qu'il acceptera d'aider Beren. Mais en plus, Finrod, c'est quelqu'un de gentil et de bon. Vraiment, meilleure personne à aller. Donc voilà, Beren fait appel à la faveur que Finrod avait promise à Barahir. Et Finrod va écouter donc le récit de la perte de Barahir. Beren lui raconte, voilà, avec Gorlim, ses amis, sa famille, et puis il lui raconte sa rencontre avec Luthien, et voilà, là Finrod va se montrer direct et va lui dire « Il est clair que Thingol désire ta mort, mais il semble que ce destin dépasse ses desseins, et que le serment de Fëanor soit à nouveau à l'œuvre. Car les Silmarils sont maudits par un serment de haine, et celui qui les nomme par désir réveille une grande puissance endormie. Et les fils de Fëanor réduiraient en ruine tous les royaumes elfiques, plutôt que de laisser quiconque d'autre qu'eux-mêmes gagner ou posséder un Silmaril, car le serment les y contraint. » Donc, Finrod, là, en plus, dit bon, la quête, elle est morte, mais même si tu ramènes le Silmaril à Thingol, ça va apporter le massacre, parce que les Silmarils sont liés aux fils de Fëanor, et les fils de Fëanor vont massacrer tout le monde pour les récupérer. Donc ça va être terrible. Finrod, il sait ce qui s'est passé avec Fëanor. Le serment, tout ça. Il était présent en Valinor quand ça s'est passé. Il était présent quand il y a eu le massacre des Teleri par les Noldor. Et en plus de ça, Finrod ajoute que là, en ce moment, à Nargothrond, il y a 2 des fils de Fëanor qui sont présents. Notre Celeborn et notre Curufin, évidemment. Parce que, rappelez-vous, quand Morgoth a brisé le siège d'Angband, les terres, voilà, orientales du Beleriand, et notamment de Celeborn et Curufin, ont été ravagées, et donc ils avaient décidé de fuir vers Nargothrond. Dites-vous que pour Finrod aider Beren dans sa quête, c'est pas quelque chose qu'il peut garder secret puisqu'il est roi. Mais surtout, voilà, Finrod est quelqu'un de très honnête, quelqu'un avec de très belles valeurs, et donc il va annoncer à son peuple de Nargothrond que son devoir est de secourir le fils de Barahir dans sa détresse, et qu'il doit partir. Et là, Finrod demande si quelqu'un veut l'accompagner. Et là, il y a un des fils de Fëanor, Celeborn, qui va se lever et qui va défier les paroles de Finrod. Et là, Celeborn va répéter leur serment infâme, en précisant que voilà, s'il y a un Silmaril, ça lui, voilà, qui est récupéré, la haine des fils de Fëanor tombera dessus. Et
Alors que Celegorm explique ça, Curufin va s'y mettre aussi. Et là, si vous voulez, les fils de Fëanor vont réussir à manipuler, instrumentaliser le serment que Finrod a fait en disant oui, ça va amener la destruction de Nargothrond, ne le soutenez pas, c'est une très mauvaise idée, on va être tué, enfin voilà, ça va être la catastrophe. Et donc, le peuple de Finrod, là, en écoutant Celegorm et Curufin, qui sont d'extrêmement bons parleurs, comme leur père, ben voilà, ils sont si charismatiques, ben ils vont vraiment être captivés et vont être conquis tout simplement. Et donc, ce qui se passe là, c'est dommage, c'est que là, le peuple de Nargothrond, ils ont choisi en fait Celegorm et Curufin alors que, ben voilà, ils les ont manipulés. Vous savez à quel point Finrod est un homme d'honneur, voilà, un elfe d'honneur, un elfe incroyable. Et là, ben ils ont perverti le serment qui n'est que bonté et droiture. Et quand Finrod se rend compte que son peuple là ne veut plus le suivre, ben ça va même donner un peu des ailes à Celegorm et Curufin qui se verraient presque qui se verraient presque à la place du roi quoi. Voilà, Finrod pourrait bien se faire tuer pendant son expédition là. Et on pourrait peut-être récupérer Nargothrond pour nous, en vrai. Et là, Finrod, en voyant l'abandon de son peuple, vraiment, devant ça, Finrod, il a pas d'autre solution, parce que je vous jure, c'est le meilleur, d'abdiquer. Et il va jeter sa couronne par terre. Il redemande qui veut venir avec moi, et 10 elfes qui restent fidèles à Finrod, voilà, acceptent de le suivre. Mais Finrod est quand même intelligent. Finrod va proposer un intendant jusqu'à son retour. Et c'est ainsi que c'est Orodreth, le frère de Finrod, qui se voit intendant en attendant que Finrod revienne. Finalement, ça, Celegorm et Curufin, qui auraient pu se voir roi à la place du roi, finalement, sont en mode, ok, Orodreth, on va pouvoir le manipuler comme on veut. Donc c'est pas un problème. Grosso modo, quand Finrod propose Orodreth, Celegorm et Curufin savent qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent une fois que Finrod sera décédé, s'il meurt, et c'est ce qu'ils espèrent. Et donc, là, c'est parti, la quête va pouvoir commencer. Beren, accompagné de Finrod et de 10 elfes fidèles, vont remonter le fleuve Narog jusqu'à sa source. Là, ils vont rencontrer une compagnie d'orques, et ils vont massacrer ces orques. Là, ils vont récupérer armes, armures, etc. Mais il faut savoir que, en plus de juste se déguiser, Finrod, parce que c'est un elfe très puissant, qui a vu la lumière des arbres, les elfes ont une magie innée, va pouvoir utiliser une sorte de magie d'illusion. Donc vraiment faire croire aux yeux du monde que c'est un petit groupe d'orques qui avance. Et ça leur permet de progresser encore plus au nord et d'arriver près de la grande plaine qui a été massacrée, la Anfoglyph, parce que de l'autre côté, voilà, Angband se trouve. Et là, ce qui va se passer, c'est que Sauron va les repérer. Il va les repérer parce qu'il est en ce moment dans une tour qui surveille ce passage-là. Cette tour, c'est Tol Ingarroth, anciennement Minas Tirith, sur l'île de Tol Sirion. Tol Ingarroth, ça veut dire l'île des loups-garous. Rappelez-vous, Sauron avait envoyé des loups-garous et des loups aux Dorthonion pour essayer de récupérer Beren, ce qu'il avait forcé à fuir. Donc Sauron est ici vraiment dépeint comme le seigneur des loups-garous. Et donc Sauron va demander à ses serviteurs d'aller capturer ces orques suspects. Parce que oui, les orques qui passent par ici doivent faire un rapport, si vous voulez, à Sauron. Sauf que ce groupe-là ne l'a pas fait. Et donc voilà, l'ancienne tour de Finrod, parce que Tol Ingarroth, en fait, avant, était la tour qu'a fondée Finrod. Là, ils sont démasqués. Et Sauron, là, voit un homme et 11 elfes. Et il comprend pas qui ils sont, ce qu'ils font, il comprend pas. Et là, on est dans un moment incroyable où Finrod, Sauron ne sait pas qui ils sont, il sait pas qu'il a face à lui Finrod, le fils de Finarfin, petit-fils de Finwë, il ne le sait pas. Et donc, à ce moment-là, ils vont s'affronter. Alors, c'est pas un combat comme on a vu Fingolfin contre Morgoth, avec
gronde le marteau des enfers contre Ringil, l'épée de glace, là. Non, c'est un elfe contre un Maya. Un Maya qui n'est jamais vraiment mis en avant pour ses capacités de combat au corps à corps. C'est pas de la vitesse, des attaques au corps à corps, comme je disais. Non. Sauron, c'est un magicien. C'est un sorcier. Et ce qu'ils vont faire l'un et l'autre, c'est qu'ils vont se battre à travers de la musique, des chants qui les animent. C'est un duel de musique et chant comme pouvoir, comme une manifestation de l'esprit. Chanter pour exercer son pouvoir chez les elfes, c'est quelque chose de puissant. Et là, on est témoin de Finrod qui le fait. Vous verrez plus tard dans le chapitre que Luthien le fera aussi. Mais on n'a pas vu. C'est extrêmement puissant et sage de la part d'un elfe d'utiliser ça. Très peu sont les personnages dans l'histoire de la Terre du Milieu qui l'utilisent. Dites-vous que Maglor, qui est la plus belle voix de la Terre du Milieu, n'a jamais utilisé sa magie dans un but de puissance comme ça, d'enchantement fort. Il a la plus belle voix et pourtant, il l'a jamais utilisé comme ça. C'est pour vous dire à quel point la musique, à travers la puissance que ça donne chez les elfes, certains elfes, est un synonyme vraiment de sagesse extrême. Si on voit Finrod utiliser sa magie de chant, on pourrait se demander comment Sauron lui fait pour mettre sa magie à exécution. Est-ce que ce sont des paroles maléfiques, etc. Voilà, tout ça semble... Tout n'est pas expliqué dans les détails absolument, mais voilà. Au premier abord, ce qui va se passer, c'est que Finrod semble vraiment avoir le dessus et qu'il semble vraiment vaincre Sauron. Ses paroles sont lumineuses, empreintes de conviction, c'est la beauté du monde, la confiance envers lui, ses proches. Mais le truc, c'est que Sauron va commencer à appuyer sur la culpabilité des Noldor, le massacre fratricide qui a souillé les Noldor. Et ainsi, Finrod finit par être vaincu. Et là, si Finrod est vaincu, tous ses compagnons sont vulnérables. Alors, Sauron va tous les emprisonner dans les cachots de sa tour. On pourrait se demander, mais pourquoi il les tue juste pas? Le truc, c'est que Sauron est super curieux. Qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est qui ces mecs? Il ne sait toujours pas que c'est Finrod. Il comprend pas. Il a un elfe d'une puissance immense devant lui et il sait pas qui c'est. Et il veut pas qu'on lui cache des choses. Et surtout, il veut ne pas pouvoir raconter exactement tous les tenants et les aboutissants à Angband, à Morgoth. Mais voilà, là, la compagnie, elle est totalement perdue dans les cachots. Et puis pendant ce temps-là, on va retrouver Luthien. Voilà. Sauf que Luthien, elle n'est pas restée les bras croisés pendant que Beren est parti quémander de l'aide. Voilà. Luthien, elle ressent le poids de l'horreur. Elle est liée à Beren. Et quand Beren est enfermé, elle le sent. Il y a un grand destin qui se joue avec Beren. Et c'est comme si elle l'avait pressenti. Ce destin, cette fatalité, lui permet de savoir qu'il y a un problème. Et donc, elle va consulter sa maman, Melian. Et d'une manière ou d'une autre, parvient à apprendre que Beren se trouve dans les cachots de Tol Goroth sans espoir de secours. Voilà, merci Melian. Là, Luthien comprend qu'aucun secours ne viendra de la terre. Alors elle se dit, si personne ne va aider mon amour, c'est moi qui vais le faire moi-même. Voilà. Elle se dit, c'est moi qui vais y aller. Sauf que, encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Daeron, voilà. Thingol, grâce à ça, va découvrir que sa fille est sur le point de partir secourir son petit copain. Et là, il n'en peut plus. C'est plus un père protecteur. Là, il devient carrément un geôlier. Voilà. Il décide de l'enfermer dans une cabane perchée dans un arbre. Voilà. Cabane qui va être gardée. Et on pourrait se demander pourquoi Thingol fait ça. Enfin, il va laisser sa fille captive, voilà, jusqu'à attendre qu'on apprenne que Beren est décédé et qu'ils se disent « Ah, c'est bon, vas-y, tu peux sortir de là. » Enfin, vraiment, pas ouf, quoi. Mais Luthien, c'est pas n'importe qui. Encore une fois, on la laisse pas comme ça. On laisse pas bébé dans un coin. Elle va organiser sa propre évasion.
grâce à sa magie elfique qui est giga impressionnante. Et grâce à, voilà, on nous dit les arts de l'enchantement, Lucienne va un peu nous la jouer réponse. Elle va réussir à laisser pousser ses cheveux pour en tisser une cape sombre et une corde. Et donc, là, ça va avoir le pouvoir d'endormir les gens. Et Lucienne, grâce à ça, va endormir les gardes et va pouvoir quitter le Doriath. Elle quitte le royaume du Doriath. Et là, on est sur le point de faire la rencontre d'un personnage que beaucoup de personnes adorent. C'est notre chien préféré. Voilà, le petit Wawa adorable. Ouan. Voilà, je vais vous présenter donc Ouan, un chien qui est très grand, puissant, qui a une longue vie, puisque c'est un chien qui était à Oromé, donc le Valais de la chasse à la base. Et puis il fut offert à Celeborn, donc une des crasses de fils de Fëanor, a reçu de la part d'un Valar un chien exceptionnel, Ouan, un chien de chasse justement. Et vu qu'il a été offert par Oromé à Celeborn, Ouan est fidèle à son maître. Et donc il marche à ses côtés depuis Valinor. Il y a deux choses à savoir sur Ouan qu'il faut garder en tête tout au long. C'est plus un lévrier, un chien de chasse, proprement parlé, je pense. Et donc, par rapport à Ouan, il y a deux sortes de prophéties autour de lui. La première, c'est qu'il a reçu le don de parole, mais il ne pourra utiliser que 3 fois, tout au long de sa vie. Donc, il n'a pas encore parlé une seule fois de sa vie. Et donc, depuis qu'il est avec Celeborn, il n'a pas ouvert sa gueule une seule fois. Donc, il lui reste encore, entre guillemets, ces 3 vœux de parole à pouvoir faire. Et il y a vraiment une prophétie qui est collée à lui. Il a été décrété que Ouan rencontrerait la mort, mais uniquement venant du loup le plus puissant qui ait jamais foulé le monde. Donc déjà là, il y a de grandes chances où on nous dit le chien va parler 3 fois de sa vie, puis le chien va mourir face au loup le plus grand qui ait foulé le monde. Je crois que Tolkien, encore une fois, spoiler fou, est en train de déjà nous prévenir que Ouan va mourir. Voilà. Il faut savoir que Ouan, il est hostile par rapport au loup, voilà, au serpent aussi. Il est prédisposé, voilà, à tuer les forces plutôt du côté du mal. Et donc pendant tout ce temps, Ouan, il est le fidèle compagnon de chasse de Celeborn. Et en ce moment, voilà, il va pas mal en dehors de Nargothrond à la chasse avec Celeborn. Et c'est lors d'une de ces chasses, voilà, que Ouan va sentir Luthien directement. Voilà. Malgré le fait que Luthien soit extrêmement discrète, là, Ouan va, avec son flair exceptionnel, se lancer à sa poursuite directement. Et faut vraiment imaginer que Ouan, il voit Luthien, c'est comme s'il avait un instinct d'amour et de protection envers elle. Voilà. Ignorant tout du destin qui les attend, voilà, Ouan permet la rencontre de Luthien avec Celeborn et Curufin. En voyant Luthien et en apprenant son identité, Celeborn et Curufin vont vraiment pas du tout être agréables avec elle. Alors, officiellement, voilà, ils disent qu'ils sont partis chasser les loups de Sauron dans les environs, mais en fait, ils voulaient surtout savoir ce qui était arrivé à Finrod. Pas pour savoir si Finrod va bien, pas du tout, mais en fait pour être sûr que Finrod est bel et bien mort. Voilà, parce qu'ils attendent que ça. Et là, ils voient Luthien et c'est... Pour eux, c'est, encore une fois, Luthien, c'est un paquet de viande, c'est une proie. Le problème, c'est que Luthien, là, elle va vraiment leur faire confiance en les voyant. C'est des princes Noldor, donc elle va leur faire confiance. Voilà. Et Celeborn et Curufin vont promettre de l'aider quand ils seront de retour à Nargothrond. Et donc, ils l'emmènent là-bas pour mieux la trahir, bien évidemment. Et donc, ils vont l'enfermer, vont lui retirer sa cape, et vont empêcher Luthien de parler à qui que ce soit. Voilà. Leur plan, grosso modo, c'est on attend les nouvelles de la mort de Finrod, on garde Luthien en otage, on force Thingol
à consentir au mariage avec Celeborn. Et donc, après, peut-être qu'on partira à la recherche des Silmarils, mais grosso modo, voilà, Celeborn, il épouserait bien la petite Lucienne. Hein. Elle est trop jolie. Hein. Sauf que, je vous l'ai dit, Juan et Lucienne, bah, ça a été un coup de foudre, un peu entre les deux. Pas comme Beren, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un instinct de protection que Juan a développé, et là, il se rend bien compte que Celeborn et Corufin, enfin, voilà, ils sont nuls, quoi. Alors le chien de Valinor, qui a un cœur pur, va passer beaucoup de temps avec Lucienne. Il va l'écouter, elle va pleurer, se lamenter, et plus le temps passe, et plus Juan va aimer inconditionnellement Lucienne, comme un bon toutou, petit chien fidèle le ferait. Et c'est pour ça qu'il est trop bien, Juan, voilà. Et donc, dès leur première rencontre, que ce soit Juan et Lucienne, ils ont su que c'était des bonnes personnes l'un et l'autre. Alors, un jour, à l'obscurité de la nuit, Juan va se rendre à la porte de la geôle de Lucienne et il va lui parler. Rappelez-vous, Juan ne peut parler que 3 fois et il va parler. Il parle de son plan pour la libérer. Voilà. Et donc, c'est la première fois que Juan prend la parole. Et il a choisi Lucienne. Ça en dit long, hein. Ça en dit long. Et donc, Juan va apporter le manteau, la cape à Lucienne et va la faire sortir de Nargothrond en catimini. Et ainsi, à la faveur de la nuit, ils se dirigent ensemble vers le nord. Il faut savoir que Juan laisse Lucienne monter sur son dos. Ce qui est exceptionnel puisque personne n'a jamais eu ce privilège. Voilà, comme les orques le faisaient parfois sur de grands loups. Donc c'est incroyable là ce qui est en train de se passer. Et donc ça y est, Lucienne est en route pour aller sauver Beren. Sauf qu'entre-temps, dans les cachots de Talingaroth, Sauron, là, tente de connaître la vérité, d'extorquer la vérité de ses prisonniers, mais sans grand succès. Parce que cette bande-là d'elfes et cet homme tout seul là, bah, ils sont plutôt coriaces et très fidèles. Là, Sauron va avoir recours à une méthode immonde. Voilà. C'est que un loup-garou va les dévorer. Voilà, va dévorer un membre de l'équipe. Voilà, un par un, jusqu'à ce que quelqu'un parle. Sauf que aucun d'eux ne va parler. Tous les elfes sont fidèles à Finrod et tout le monde va se faire dévorer, sauf Finrod et Beren. Vous imaginez, ils ont dû entendre les bruits de mastication, de torture, les cris. Ça a dû être fait sous leurs yeux. Donc Finrod et Beren, là, viennent de tanker beaucoup. Et donc, il ne reste plus que 2 prisonniers. Beren, le seul mortel, et Finrod, le Noldo super puissant de l'équipe. Il est très sage, tenace, capable de grandes prouesses en champ de bataille, vous l'avez. Et donc finalement, Sauron se dit que la personne la plus importante du groupe, c'est Finrod. Et donc il envoie un loup pour dévorer Beren. Sauf que Sauron, il n'est pas au courant que c'est Beren, que c'était le mec qu'il avait dû traquer pendant plein de trucs. Enfin, il devait le traquer au Dorthonion, donc à Tarnufuin. Il le sait pas, là, Sauron. Bref, quoi qu'il en soit, là, le sort est scellé, hein, le loup s'approche. Et alors, Finrod, merci. Dans toute sa splendeur, voilà, dans son cœur rempli de valeurs, son serment qu'il doit remplir jusqu'au bout, parce que il a promis, il est endetté par rapport à la lignée de Barahir, il l'a promis. Et donc Finrod devient briseur de chaînes avec voilà, sa magie, son désespoir, sa force, bref. Voilà, il arrive à avoir l'adrénaline qu'il faut pour briser ses chaînes. Et là, il va lutter à la main contre le loup-garou, à la main, avec ses dents. C'est un combat horrible où finalement Finrod va pouvoir tuer le loup, mais va recevoir des blessures mortelles. Avec ses dernières forces, Finrod va s'adresser à Beren, qui là comprend que c'est terminé. Il est en deuil déjà et il se rend bien compte que Finrod vient de lui sauver la vie. Alors Finrod lui dit « Je m'en vais maintenant reposer en paix dans les demeures éternelles au-delà des mers et des montagnes d'Amman. Le temps s'écoulera avant que je ne revoie les Noldor. Et il se peut que nous ne nous revoyons jamais, ni dans la mort, ni dans la vie,
car le destin de nos familles diverge. Adieu. Et là, Finrod meurt dans l'obscurité, dans les geôles de Tol Ingoroth, dans la même tour qu'il avait bâtie il y a quelques siècles d'ici. Ainsi, Finrod, le plus beau et le plus aimé de la maison de Finwë, a tenu son serment. Il a tenu son serment. Heureusement quand même pour nous, qui aimons Finrod, puisque c'est mon personnage préféré de tout l'univers. Voilà, son esprit rejoint les salles de Mandos, comme tous les esprits d'elfes qui sont coopératifs. Et là, Tolkien nous donne une petite information à côté. C'est que Finrod, apparemment, ne doit pas attendre très longtemps avant de se réincarner en Valinor, puisque les elfes ont leur âme liée au destin du monde. Les elfes peuvent prétendre à la réincarnation. Et dans le même paragraphe, avec sa mort, on apprend qu'il marche à nouveau avec Finarfin, son père, sous les arbres d'Eldamar. Et cela veut dire que Finrod va sans doute retrouver sa bien-aimée Amarié. Parce que oui, il avait laissé en venant en Terre du Milieu la femme qu'il aime, et donc il la retrouve. Ainsi, la première partie de Beren et Luthien s'achève sur Finrod qui meurt en remplissant son serment, mais qui a une fin douce, puisqu'on sait qu'il est réincarné. Un des seuls elfes réincarnés dont on sait le nom, avec Glorfindel. Finrod rempli de tellement de belles valeurs. Enfin, ce personnage, je l'aime trop. Il n'y aura pas donc d'analyse éditoriale pour cet épisode-ci. Mais voilà, nous avons terminé la première partie de Beren et Luthien. La suite au prochain épisode, partie 2, plus l'histoire éditoriale ensuite. Voilà, vous avez la fin. Et quelle histoire les amis.